Chers amis, bonsoir et merci d'être à nouveau avec nous, parmi nous, dans cette émission d'Expression Livre. Alors aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2018, mais un certain 11 décembre 1960, un événement, un tournant décisif a débuté, tournant décisif dans notre lutte de libération nationale. Nous allons voir cela. Comment on est arrivé à ce 11 décembre? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces manifestations qui se sont passées à travers tout le territoire national algérien, pas seulement à Alger, les plus connus effectivement se sont passés à Alger, mais il y en a eu à Annaba, Constantine, Achlef, Relizane, Tipaza, et j'en passe, qui ont fait malheureusement des centaines, peut-être plus que des centaines, on ne sait pas, on n'a jamais su le chiffre, de martyrs, enfants, vieillards, femmes particulièrement. Eh bien, ce 11 décembre, il découle, bien évidemment, d'une longue lutte qui a commencé le 1er novembre 1954. Et nous allons voir une partie de cette lutte de libération nationale avec notre invité Abdelmajid Azi. Bonsoir Abdelmajid Azi. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et nous allons voir justement une partie de cette lutte dans une des régions qui a subi, eh bien, je dirais, une des plus grandes répressions coloniales de tout ordre. Oui, oui. Pas seulement militaire, hein, je dirais de tout type militaire, psychologique, on va le voir, bombardement. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Wilaya 3, où vous avez été, vous, combattant, et on va voir tout votre parcours à travers cet ouvrage, Parcours d'un combattant de l'ALN, Wilaya 3, Organisation des services de santé au Maquis. Il y a plus que cela, beaucoup plus que cela. C'est un ouvrage qui a été tiré à compte d'auteur, c'est la 4e édition. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'était celle qui est la dernière, avec, je crois, l'aide de vos amis des éditions Alger Livre. Alger Livre. Auparavant, c'était les éditions Millefeuille, oui. Défuntes, malheureusement. Bien difficile d'être éditeur dans notre pays aujourd'hui. Ben oui, c'est triste. C'est un témoignage poignant. Alors, il faut signaler que la première édition originale, qui était beaucoup moins importante que celle-ci, a été également tirée grâce à l'aide du ministère des Anciens Moudjahidine en arabe. Alors, elle est plus condensée, je dirais, hein, du fait que c'était la première édition originale, et puis à chaque fois, vous avez ajouté, au fur et à mesure, peut-être de votre mémoire, oui, hein, oui, de certaines notes, ou peut-être de rencontres, vous avez rajouté des parties. Tout à fait. Alors, tout de go, je vous le dis, Abdelmajid Azi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans votre ouvrage, parce que c'est bien sûr votre parcours, absolument étonnant, c'est votre mémoire absolument extraordinaire, avec une précision, les noms, les lieux, les moments. Ça m'a étonné, je me suis dit, c'est comme si un reporter de guerre, vous suivez pas à pas, en plus on a l'impression que c'est un documentaire, parce que vous avez une façon d'écrire qui tient presque du documentaire filmé. On est en train de regarder à la télévision, au cinéma, un long documentaire. Ça pourrait faire un beau film d'ailleurs. Hein. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est un devoir de mémoire. C'est un livre que j'ai écrit tardivement. Mais j'avais déjà des notes. J'avais déjà pris des notes auparavant. À l'occasion de ma détention, à l'occasion au moment où je ne faisais rien. Donc j'ai commencé à écrire. Pas dans le but d'écrire un livre. Non, pas du tout. C'était simplement pour moi-même, pour garder un peu certaines images que j'ai vécues et qui sont restées
marqué de façon indélébile dans mon esprit. Donc, en fait, c'est effectivement, c'est un livre qui a retracé, disons, mon parcours, pas tout, mais enfin certaines étapes, et qui a les noms des personnes. Je sais que quand on est au maquis, le nom des personnes, on ne les connaît pas. Ben oui. C'est les surnoms ou bien le prénom. Mais j'ai fait un travail de recherche par la suite. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs éditions. Et j'ai retrouvé les noms des personnes elles-mêmes, parce qu'il y en a parmi elles qui ont disparu, qui sont mortes pendant la guerre, au maquis. Et je les ai repris dans le livre avec leur vrai nom. Oui. D'ailleurs, il y a toute une annexe à la fin, voilà, où vous remettez... avec leur vrai nom de famille. Et j'ai eu la surprise, disons l'agréable surprise, d'avoir reçu des coups de téléphone des familles de ces maquisards, de ces martyrs, qui pour eux ont disparu. Ont disparu complètement. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils étaient devenus depuis le jour où ils sont partis. Donc, ils ont pris contact avec moi et on s'était rencontrés. Et je leur ai donné un certain nombre d'informations. Une partie de leur vie. Absolument, une partie de leur vie et l'endroit où ils ont été enterrés, ils sont tombés au champ d'honneur, oui, et où ils ont été enterrés. Voilà. C'est ça le plus important pour moi, de façon à ce que les familles sachent ce que sont devenus leurs enfants. Et comme on sait, pendant la guerre de libération nationale, quand quelqu'un meurt dans une embuscade ou bien dans un accrochage, on l'enterre sur place. Il n'y a pas de... D'ailleurs, il y a une anecdote à votre propos. Oui, oui, effectivement. Où on vous croyait mort, et heureusement qu'au dernier moment, un de vos compagnons de lutte vous touche le mollet et sent que c'est encore tiède. Il dit, mais non, arrêtez de l'enterrer, il n'est pas encore mort. Absolument. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit, et aussi sous la pression de mes compagnons. Il y en a parmi eux qui sont morts aujourd'hui. Ils ont tenu à tout prix à ce que j'écrive, à ce que je rejoigne le premier groupe d'écrivains qui ont eu l'intelligence et le courage d'avoir commencé à écrire à leur mémoire. Je veux parler de Djoudi Atoumi, de Amérouche Hamou, etc. Oui, Hamou Amérouche. Oui, donc... secrétaire particulier de... Tout à fait. Donc il fallait absolument... À Djaoud, à Rachida Djaoud également. Mais votre première édition date de quelle année? Elle date de 2006. Pardon, 2008. 2008. D'ailleurs, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans, absolument. Ah ouais. Ça fait 10 ans. On commençait à peine, les acteurs de la Libération nationale commençaient à peine à écrire leur mémoire. Absolument, tout à fait. Tout à fait, et j'encourage d'ailleurs aujourd'hui les gens, des compagnons à écrire. Oui, même si c'est un petit fascicule. Oui, et entre parenthèses, j'ai aidé des compagnons à écrire leurs livres, parmi lesquels il y a le commando Ali Khouja, de notre ami qui est mort il n'y a pas longtemps aussi. Moi, d'ailleurs, j'ai retrouvé par exemple un petit fascicule, même pas d'une centaine de pages, et toujours sur la Wilaya 3, c'était le service de presse de la Wilaya 3. Oui, absolument. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais su, j'aurais jamais su, et notre jeunesse encore moins, qu'il y avait un service de presse de la Wilaya 3. Il y avait un service de presse, et il y avait pas un quotidien, plutôt un hebdomadaire. Une revue, qui était diffusée dans la région. Oui, une revue qui portait le nom La Renaissance algérienne, qui était diffusée par la Wilaya 3. Pas simplement à l'intérieur des maquis, mais dans les villes. Non, dans les villes, dans les petits villages, dans les villes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les villes, il y avait des sympathisants européens. Ben oui. Et puis généralement, les villes étaient encasernées. Donc on leur faisait parvenir ces revues, et ça leur permettrait de suivre. C'était les Moussabilines qui faisaient un petit peu le relais
Oui, c'était le commissaire politique. C'est le commissaire politique. C'était le commissaire politique. C'est lui qui s'occupait de diffuser, mais les écrits, c'est centralisé. C'est au niveau du PC de Wilaya. C'est là où il y a le service de presse, avec des correspondants dans chacune des régions. Ah oui, absolument. Ils leur envoyaient les événements qu'ils ont vécus, des articles qu'il faut faire publier. Donc c'est vraiment une organisation. Ah oui. C'est à partir du congrès de la Soumam. Il y a eu un tournant extraordinaire dans l'organisation, dans les objectifs et dans la discipline. C'était avant le 20 août, c'était l'anarchie. D'abord, il n'y avait pas de frontières. Oui. Chacun allait d'un lieu à un autre. Disons que les troupes étaient un peu dispersées. Oui, c'est ça, absolument. Et chacun faisait la loi là où il se trouvait. Ouais. Chacun faisait la loi. Donc, le congrès de la Soumam a organisé la révolution. On va mettre en place, non seulement un organigramme, mais aussi, et c'est ça qui est très important et que vous dites au début d'ailleurs de votre ouvrage, comment ça s'appelle, une base idéologique et politique. C'est ça. Ça, c'est excessivement important. Oui. Ça, la base idéologique et politique, c'était davantage pour l'extérieur. Ouais. Pour l'extérieur, mais à l'intérieur. C'était le plus important à l'intérieur. C'est la division du territoire. Des régions, des territoires. Wilaya, zones, régions. Les régions et les secteurs. Et les secteurs. Ensuite, les responsabilités. Les responsabilités, comment elles sont définies. Alors, à chaque niveau, région, secteur, région, zone et wilaya, il y a un comité pour appliquer le principe de collégialité. Qui fait partie justement d'un acquis extraordinaire. Commencer les partis à l'époque, le MTLD, le PPA, c'était le Zaïm. Oui, c'est ça. Il y avait le chef de file. Le chef, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui orientait, c'est lui qui faisait tout. Quand il décidait une chose, tout le monde doit accepter. Or, l'un des points les plus importants pendant la Révolution, c'est la collégialité. Donc, à chaque niveau de ces structures, il y a un responsable. Je prends par exemple au niveau de la zone, il y a un chef de zone qui est capitaine, et il a 3 adjoints qui sont des lieutenants. Un lieutenant militaire, le lieutenant politique, et le lieutenant des renseignements et liaisons. Ouais. Et puis il y a d'autres. Il y a ceux qui s'occupent du ravitaillement, il y a le service de santé. Il y a l'intendance, il y a la santé. Voilà, l'intendance et la santé. Voilà, à chaque niveau. Ravitaillement, pas seulement, quand on dit, il y a l'intendance qui est ravitaillement aussi bien en nourriture qu'en médicaments, mais il y a aussi la personne qui va s'occuper du ravitaillement en armes, et en munitions. Oui, tout à fait, oui. C'est tout ça. Ouais. Donc ce comité, c'est lui qui se réunit et qui prend des décisions collégialement. Il n'y a pas de... Parce que chaque secteur dépendait de l'autre quelque part. Oui, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui commence le secteur, la région, la zone et la wilaya. Voilà. Alors, je voudrais revenir à votre parcours d'un combattant de l'ALN, Wilaya 3, Abdelmajid Azi. C'est composé en 3 parties. Si je peux un peu les résumer comme ça, c'est... Vous dites c'est mon enfance, mon adolescence. Moi, j'appellerais plutôt ça ma prise de conscience. Oui. Je trouve que c'est plus juste, si vous me le permettez. Oui, absolument. Comment s'est faite ma prise de conscience, avec votre montée au maquis, bien évidemment, puisque après cette prise de conscience depuis tout jeune, ça va augmenter cette prise de conscience. La deuxième partie, c'est, je me retrouve au maquis. Je suis un combattant, mais par un effet du hasard, presque, il faut bien soigner les blessés, il faut bien soigner les malades, etc. Puis d'un coup, je deviens par la force des choses infirmier combattant. Oui. Combattant et infirmier. Bon. Mais les deux en même temps. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait passer de l'un à l'autre. Oui. On voit bien dans la deuxième partie que vous participez
on va voir, à des actions quand même qui sont extrêmement importantes dans la wilaya 3, hein, notamment la prise d'un bastion militaire qui a été extraordinaire, une embuscade absolument incroyable, et puis petit à petit on vous dit, puisque tu as carré, et tu te débrouilles très bien en tant qu'infirmier, on a besoin de ça, on a besoin tu es plus utile en tant qu'infirmier, parce qu'il faut maintenant qu'on monte pas seulement juste des brancards avec des feuillages en fougère, mais il faut monter carrément des hôpitaux, parce que là ça devient plus important. Hein. Tout à fait. Oui, effectivement, la première partie de mon livre, je voulais évoquer la période où les Algériens ont vécu le code de l'indigénat. C'est une période où nous n'étions pas des Algériens, nous étions des indigènes. On nous appelait comme ça. Et les Français d'Algérie, on les appelait les Algériens. Ouais. Donc ce code de l'indigénat, ce code infâme de l'indigénat, était restrictif au plus haut point. Les Algériens, les indigènes que nous étions, c'était des moins que rien. Oui, c'était des moins que rien. Et j'ai vu, à l'époque, j'avais 5 ans, et j'ai vu la misère. La misère, j'ai vu les gens mourir de maladies. Le typhus, c'est terrible. Oui, l'épidémie du typhus. Et nous étions à Hassib Habah. Hassib Habah, c'est une petite gare qui n'est pas loin de Djelfa. Et c'est une région rurale. Oui, oui. C'est des paysans. Il y en a qui avaient des terres, malheureusement analphabètes. Il y en a qui étaient des khammes. Et par conséquent, la vie de ces gens-là, c'était pas une vie. C'était pas du tout une vie. Alors, la politique coloniale de l'époque, c'était des restrictions sur le plan nourriture, c'est-à-dire il leur permettait d'avoir le minimum vital. C'était pas de soins médicaux. Ouais. Pas d'école. Pas d'école, pour qu'il reste toujours au stade de l'ignorance. Et ces trois points, pour eux, c'est pour diminuer le nombre d'habitants. Voilà. Par la misère, par la mort, par la... Ouais. Voilà. Vous allez même plus loin dans votre ouvrage. C'est la politique d'apartheid. Ah ouais. Vous allez même plus loin. Vous vous rappelez historiquement que, à un moment donné, le colonialisme français avait décidé, disons, ça va être l'Eldorado. Oui, absolument. Oui. C'était mon grand-père. Ce qu'on appelait la Grande Syrie, à l'époque, qui était sous protectorat français. Absolument. Et on va vous donner des terres, vous allez voir, etc. Des colons. Voilà, et comme ça on dégage un peu plus de population, entre guillemets, indigène. Voilà. Et puis, nous, on va reprendre les bonnes terres, enfin, ce qui avait déjà été fait depuis longtemps. Voilà, absolument. Donc, ils ne pouvaient pas donner les mêmes droits aux indigènes ici en Algérie, parce que s'ils donnaient les mêmes droits, les Français seraient minoritaires. Ah oui, 1 million de Français, 9 millions d'Algériens. Absolument. Donc voilà. Leur objectif, c'était ça, c'était une politique d'apartheid. Ouais. Et ça, à l'époque, j'étais tout jeune, mais je voyais tout ça. Pas au sens idéologique, pas au sens... Non. Mais je voyais le résultat. Ouais. Par exemple, il y a eu, j'en ai parlé dans mon livre, une invasion de sauterelles. Ouais. Des sauterelles, une invasion. Elle a détruit tout ce qui est resté comme les champs qu'ils avaient labourés. Ouais, c'était une aubaine pour vous. Mais parce que finalement, c'était un apport en protéines. Absolument. Parce que vous les faisiez griller et croquer. Ben oui, il y avait que ça. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Le soir, ils allaient, parce que les sauterelles, disons, dormaient quand il faisait un peu froid. On est sain sur les touffes d'alpha. On est sain, parce que le soir il fait froid. Alors ils vont, ils les ramassent. Ils ramassent ces sauterelles dans des sacs en jute. Et ensuite ils les ramenaient devant la gare.
devant la gare de Hassi Bahbah, parce qu'à côté, il y a un grand tas de sable, de sel, qu'il a ramené de rochers de sel. Il les a ramenés là-bas pour les expédier par wagon. Donc il y a toujours un grand tas de sel. Alors, il mettait les sauterelles, il les mettait dans des fûts pleins d'eau et mettait le feu en dessous. Et dès que ça commence à bouillir, il les sortait, il les salait et il les étendait sur des nappes. C'est incroyable. Le soleil. Alors, elle grillait sous le soleil, pas par le feu. Elle devenait croustillante et les gens, ils mangeaient. Alors, il faut distinguer entre Aïcha et Athman. Entre la femelle et le mâle. Le mâle, on ne le mange pas. D'accord. Il mange la femelle. Aïcha, on tire la tête, il y a tout le truc qui vient, et c'est les œufs. C'est les œufs. Ah, c'est les œufs qui sont en apport en protéines. C'est les œufs qui... Alors, mais ce que vous décrivez là, c'est qu'on voit bien la misère absolument incroyable. Arriver, c'est comme, on dirait aujourd'hui, cette population est dans telle misère qu'elle est obligée de manger des vers de terre ou des choses comme ça. Ou des trucs comme ça. Bien sûr. Parce que bon, le couscous, c'était avec... il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de trucs. C'était on pilonnait le gland. Le gland, puis on est n'importe quoi. Toutes les graines qui pouvaient tomber sous la main. Effectivement, votre prise de conscience, mais attention quand même, il faut dire une chose, c'est que votre père, qui malheureusement, vous l'apprendrez bien plus tard, a été non seulement incarcéré, mais assassiné. C'est ça, oui. Vraiment comme si c'était une bête féroce, lâchement. Votre père qui était chef de gare, donc il était fonctionnaire de la SNCFA, était un militant. Oui, absolument. C'était un militant du PPA-MTLD. C'est ça. Et vous disiez, moi, tous les matins, je prenais, je ne sais pas si c'est votre vélo, je ne sais pas quoi, et j'allais chercher, parce qu'il adorait lire Alger républicain. C'est ça. Bon, alors, donc, déjà, vous aviez, peut-être que même si vous ne parliez pas à votre père, mais quand même, vous étiez au courant que votre père était un militant, actif. Oui, tout à fait. Donc, alors, vous voyez la misère, vous savez que votre père est militant, c'est quand même assez marquant. Ah, tout à fait. Eh bien oui, bien sûr. Vous n'étiez pas le fils du Bachaga riche qui fricotait avec les Français. Non, pas du tout. Non, mais ça marque quand même. Oui, absolument. Non, c'est vrai que l'ambiance dans laquelle nous vivions à la maison, les discussions, etc., c'est clair. Et votre mère qui aidait les pauvres, absolument, qui est des mendiants. Il y a des scènes remarquables où on voit bien que dans votre famille, effectivement, déjà, il y avait cette solidarité. Oui, tout à fait. Et puis cet anticolonialisme, je dirais qu'au départ c'est viscéral chez vous. Oui, c'est dans les gènes, c'est rentré dans les gènes. On ne peut pas supporter cette situation. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé comme syndicaliste. Alors, vous dites, tiens, je vais me faire un peu d'argent, vous faites docker à Alger, vous avez fait tous les métiers du monde. Oui, ça c'est... Vous savez, quand on est jeune, quand on est adolescent, on essaye de se débrouiller. On attend un peu d'argent de poche. Voilà, alors, ça c'était pendant que mon père était chef de gare à Beni Amran. C'est cela. Et j'étais au cours complémentaire à Menerville, à Tenia actuellement. C'est à 20 km de distance. Et je prenais vous fuguiez tout le matin, je prenais le bus. Vous fuguiez Pas du tout, pas dans ce sens. Vous étiez censé... Oui, si on veut interpréter ça de cette façon. Écoutez. Non, mais c'est-à-dire que mon père ne nous donnait pas d'argent de poche. Il considérait que nous avions tout. Juste l'argent pour le bus? L'argent, 80 centimes, je me rappelle jusqu'à maintenant, 80 centimes le bus, pour aller et revenir. Alors, j'avais une idée comme ça, est venue pour pouvoir me faire de l'argent de poche. Et quelqu'un m'a dit, écoute, tu es costaud, tu ne fais pas ton âge, mais pourquoi tu ne vas pas faire docker? Docker, là aussi, à mon avis, parce que j'étais connu les dockers à Alger. C'était des syndicalistes murés. Oui. Bon, certainement que vous avez dû aussi entendre. Bien sûr. Dû jouer. Mais bien sûr. Alors, je prenais le bus le jeudi, parce que le jeudi, on avait sport. Oui, c'est cela. Donc vous disiez, je vais au sport, mais en réalité... Évidemment. Je viens directement à Alger, l'avenue de la Marine, puis je descendais au port. Je faisais la chaîne. À l'époque, c'était chips ou double chips. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas toute la journée.
Oui. Ils envoyaient dans un 4 bateau, heures, je crois, oui. soit au fond de cale, Voilà. soit sur le quai pour charger ou décharger le ballon. Et puis, quand le bateau est déchargé, il faut aller encaisser. Et puis, j'avais de l'argent. On grattait un petit peu. Voilà, Bon. un peu... voilà. C'est magnifique. J'aime bien cette prise de conscience. Hein, Oui. Et puis, à 17 ans, vous montez. Non, pardon, pas à 17 ans. Fin 56. À 19 ans. À 19 ans. Hein, à 17 ans, vous entendez parler de 54, évidemment, ça vous marque. Et vous rejoignez le maquis fin 56. Et vous dites, bon. Puis là, on va laisser un petit peu les lectrices, vos futures lectrices et lecteurs. C'est cette période d'attente. Bon. Oui. Parce qu'on se méfie quand même. Bien sûr. Alors, le gars il est monté au maquis, mais bon, qui sait, est-ce que c'est pas, on nous l'a pas envoyé pour espionner, etc. Toute cette période, non, vous dites, mais alors quand est-ce que je vais guerroyer? Puis j'ai même pas d'armes, j'ai rien, etc. Et tout ça. Alors ça, c'est magnifique cette période que vous attendez, etc. Et puis vous parlez, vous regardez. Comment s'organisent les camps? Et vous en parlez, vous ouvrez les yeux et vous dites, alors c'est comme ça que ça s'organise un camp. Alors les anciens se rient de vous, bien sûr, hein, parce que vous êtes un tout jeune, hein, vous ne savez pas très bien comment vous en sortir au départ. Et petit à petit, il y a presque comme une sorte de stage de formation militaire. Oui. Oui, tu sais, je voulais donner une image réelle de quelqu'un qui va au maquis, qui sort de sa famille pour aller au maquis. Ce qu'il va trouver. Je voudrais souligner une chose, c'est que la grève des étudiants en mai 56 a été d'un apport considérable pour l'ALN. Les étudiants et surtout les lycéens, parce qu'il n'y avait pas tellement d'étudiants, c'était beaucoup plus les lycéens qui ont rejoint le maquis. Bon, j'en faisais partie. Et quand je suis arrivé dans la section où j'ai été muté, j'étais le seul lettré. On était 35. Il y avait le sergent-chef, Abdelli, on l'appelait Mohamed Aberkan parce qu'il avait un peu un teint basané. Oui. C'était lui le sergent-chef. Et tous les autres illettrés complets. C'est ça. C'était des ruraux. Donc, voilà, absolument. Donc, mon arrivée, ça a été un petit peu une lumière dans la section. Enfin, quelqu'un qui sait lire et écrire. Oui, c'est ça. Faire des correspondances, parce que pour que la section se déplace, il faut envoyer une lettre. Ah, les rapports. Non, il faut envoyer une lettre au village où on doit y aller. Oui. Au chef Néram. Pour l'informer que nous arrivons tel jour, à telle heure, et qu'il faudrait nous préparer à manger pour 35 personnes, et on doit passer la nuit. Voilà, il faut qu'ils prennent ces dispositions. Donc il faut prendre des précautions. Voilà, ces dispositions pour pouvoir le faire. Et donc ça se fait par correspondance. Ensuite, il y a les rapports. C'est devenu une organisation, disons, administrative. Oui. Il faut faire le rapport. Quand il y a un engagement, une embuscade, il faut voir combien de cartouches ont été utilisées, combien il reste, etc. C'est un rapport circonstancié qu'il fallait envoyer à la hiérarchie. Donc l'apport des jeunes instruits, très important, a renforcé, absolument, a renforcé l'administration de l'ALN qui était indispensable à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc ça, c'est un petit peu quand je suis arrivé, c'est bien d'ailleurs décrit, c'est une autre vie. Oui, alors vous êtes complètement... C'est pas la vie que nous vous étiez un citadin. Absolument. Vous arrivez dans... Je dormais dans mon lit, je mangeais à midi, le soir, le café, le petit déjeuner, etc. Tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. La belle vie terminée. Et puis ensuite, il y a l'époux. Les vêtements qu'on ne peut pas changer. On dort par terre, le froid, etc. Tout ça, j'ai décrit tout ça pour montrer que, d'abord, que c'était organisé, c'était bien organisé. Oui. Et aussi qu'il fallait sacrifier, qu'il fallait se sacrifier.
pour atteindre l'idéal pour lequel nous avons rejoint le maquis, il fallait se sacrifier. Alors, Abdelmajid Azi, parcours d'un combattant de la LN de Wilaya 3, avec le temps court. Oui. C'est très très intéressant, Ouais. et le temps court, et je voudrais quand même qu'on aborde quelques points, parce que on peut pas, ce serait 10 émissions avec vous, hein, pour raconter tout ce que vous narrez dans votre ouvrage, dans votre témoignage, parce que vous parlez de votre rencontre avec cette figure emblématique, le colonel Amirouche. C'est pour vous incroyable. Les différentes embuscades, les ratissages, l'assaut de la caserne d'Akbou, votre blessure, très grave, où pratiquement vous êtes mort vivant. Hein. Oui. Comment se fait je veux dire, cette poursuite impitoyable avec les ratissages. Hein. Comment il faut se faufiler à droite à gauche. Mais ce que j'adore, ce que je conseille fortement à vos futures lectrices et lecteurs, c'est que, encore une fois, excusez-moi, hein, c'est pas du tout péjoratif, j'ai l'impression que c'est un roman. Oui. C'est d'ailleurs que vous écrivez d'une telle façon, avec des mots simples, quelquefois même, on passe plus qu'au romanesque, hein, au poétique, puisque vous dites, tout d'un coup, j'arrive devant ce paysage merveilleux. Mais en réalité, pour moi, je me suis dit, Abdelmajid Azi, tout d'un coup, découvre son pays, ce pays magnifique, et il dit, eh bien, c'est aussi pour ça que je me bats. Oui. C'est la beauté de ce pays qui m'émerveille, que je découvre petit à petit, parce que pendant tout votre ouvrage, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous allez faire des tournées pour la santé, pour les différents points hospitaliers, pour les hôpitaux, etc., vous découvrez des régions de l'Algérie. Oui, effectivement. Mon passage dans le service de santé, c'était justement à l'occasion, après ma blessure. Oui, c'est ça. J'étais gravement blessé, donc je ne pouvais plus continuer. Oui, on vous a dit, c'est pas possible. Voilà. Et on m'a dit, écoutez, pour prendre les fusils, c'est pas ce qui manque. Ouais. Hein, il y a des gens, n'importe qui peut prendre un fusil, mais pour les soins. Ça, on en a besoin. On en a besoin. Parce que ça a été difficile pour moi de m'arracher de ma section. C'était pour moi une vie de famille. Ouais. Il y a même le colonel Amirouche qui vous a dit, qui vous a convoqué, qui vous a dit, bon, ce serait peut-être bien que tu partes en Tunisie pour poursuivre tes études. Absolument. Parce qu'on aura besoin de cadre. Voilà, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir. Tout à fait, exactement. Et que, bon, encore une fois, c'est ça qui va être très important dans la deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais ce que j'ai pu relever, si vous me le permettez, Abdelmajid Azi, c'est que dans la deuxième partie, vous expliquez parfaitement bien comment tout d'un coup, il y a eu aussi un tournant dans l'organisation de l'ALN, c'est-à-dire que quand on veut faire des opérations lourdes, complexes, pour affronter l'ennemi, prendre des casernes importantes, faire des embuscades, ou même carrément plus que des embuscades. Tout à fait. Tout d'un coup, au niveau de l'ALN, là aussi, il y a un changement d'organisation. On se dit, attention, c'est bien beau tout ça, mais on sait que on va avoir malheureusement des blessés graves, ou peu graves, on va avoir des malades. Donc il nous faut une organisation de la santé militaire au niveau de l'ALN qui suive ces lourdes opérations militaires. Et donc ça ne devient pas juste, bon, il y a un blessé, on le soigne sur place, etc. Non. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais ça demande une organisation absolument extraordinaire. Absolument. Et surtout, excusez-moi, une jugeote sur le plan stratégie militaire, parce qu'on sait que malheureusement dans une guerre, ce qui est le plus compliqué, c'est les blessés. Absolument. Malheureusement, quand quelqu'un est décédé, il est décédé. Bon. Oui, c'est vrai. C'est le blessé. Effectivement, c'est très important. Moi, j'ai eu le privilège, quand je suis passé dans le service de santé,
après un stage que justement Amran Oui. Khalil Rahmou, c'est lui qui faisait le moniteur, il nous apprenait comment les prémices. Hein, vous ne connaissez rien du tout. Oui, absolument. Vous dites ma première amputation, ma première... L'anatomie, etc. L'essentiel. Ouais. L'essentiel. Donc j'ai eu la chance d'être avec le responsable de la zone, le responsable sanitaire de la zone, qui s'appelle Hamid Mezaï, qui est mort là, et lui, c'était un infirmier diplômé. Qui travaillait avec un chirurgien à Béjaïa, à l'hôpital de Béjaïa, qui s'appelle Brichi. Donc, il a travaillé avec lui. C'est lui qui a été nommé responsable zonal de la santé. Donc, il m'emmenait avec lui, pour l'aider, pour être ensemble, etc. Et nous étions complémentaires. Et je parcourais toute la zone. Ouais. Parce que quelqu'un qui est dans un secteur, il ne peut pas sortir de son secteur. Il reste dans le secteur seulement. Ouais. S'il faut aller ailleurs, c'est en mission. Ah oui, c'est une... Oui. Pour la région, la région, la même chose. Mais la zone, je parcours toute la zone. Ouais. La zone est très grande. Ça part de Béjaïa, de Azfoun, jusqu'à Boussaada, Msila, Borj, Bouira, etc. Ouais. C'est très, très vaste. Et c'est là où j'ai eu la chance, justement, de rencontrer énormément de gens que je n'aurais jamais dû rencontrer si j'étais confiné dans un secteur ou dans une région. Oui, parce que c'est... Voilà. Alors, les gens, quand aujourd'hui, ils me disent, voilà, est-ce que tu as connu un tel? J'ai dit, oui, vous les avez connus, oui. Il m'a dit, il était, par exemple, du côté de Tizi Ouzou. J'ai dit, je ne peux pas. Oui, moi, j'étais pas c'était pas... Alors, ils s'étonnent. C'était bien compliqué, on ne pouvait pas passer comme ça. Non, pas du Attention. tout. Absolument. C'était très restrictif, c'était une discipline de fer. Absolument. En plus, vous étiez à la Wilaya 3. Hein. Voilà. C'est-à-dire que sous le colonel Amérouche, voilà. Et ça rigolait pas. Parce que quand il avait pris des décisions de dire, bon, moi, les femmes infirmières ou aides-soignantes ou quoi que ce soit, oui. qui sont venues rejoindre le maquis à la Wilaya 3, toutes Tunis. Toutes les femmes, oui. Toutes les femmes à Tunis. Elles ne restent pas. C'est une des régions les plus dangereuses, d'abord. Et à Tunis, elles seront beaucoup plus nécessaires et utiles. On a eu des morts. Là. Il y a eu le Malika Gaïd qui a été tué. Alors, malheureusement, par 2 fois, cette traversée du pays pour rejoindre Tunis, c'est très mal terminé. Absolument. Oui, tout à fait. Très mal terminé. Ils sont tombés dans une embuscade à Drarih. Mais par 2 fois, vous le racontez. 2 fois, comme cela, ça, c'est les risques du métier. Ouais. Comme on dit, hein, c'est les risques du métier. Et pour revenir à l'organisation de la santé, oui, on avait des infirmeries dans toutes les régions. Et parfois 2 infirmeries par région, pour ne pas que les malades se déplacent. Et dans les compagnies, on a formé aussi des infirmiers qui sont dans la compagnie. Dans la compagnie, oui. Dans la compagnie elle-même. Justement, une anecdote, que quand le commandant Abdelrahman Mira est venu de Tunisie, donc il nous avait réunis, là, j'étais à l'époque responsable du service de santé du secteur 4. Ça, c'était après, malheureusement, oui, après la mort de Amérouche. Il nous a demandé comment est organisé le service de santé, parce que lui, il ne savait pas. Il venait de Tunisie, ça faisait très longtemps qu'il était parti. Il est parti juste après le congrès de la Soumam, en 1956. Donc, quand on lui a expliqué comment les choses se passaient, il était émerveillé. Il m'a dit, vous savez, maintenant je comprends pourquoi les Djounoud sont offensifs. Oui, parce qu'il y avait... Il m'a dit, un Djoundi, quand il sait que s'il est blessé, il est pris en charge, eh bien, il fonce. Il n'y a pas que ça. Hein, et c'est très important. Parce que le responsable de santé, dans le secteur où j'ai assumé cette responsabilité, quand on reçoit un blessé ou un malade, on est responsable jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. On le prend en charge, on le soigne, on le nourrit et on veille à sa sécurité. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une responsabilité énorme. Alors ça, vous le répétez plusieurs fois dans votre ouvrage. Oui, c'est très important. On considère qu'un infirmier, c'est rien. Oui. Pas du tout, vous dites non. On avait, malheureusement,
deux responsabilités terribles. C'était non seulement il fallait lui sauver la vie, le soigner, tout à fait, absolument. Mais en plus, attention, puisqu'il pouvait ni bouger, ni quoi que ce soit, etc., il fallait presque lui, enfin pas presque, lui assurer la sécurité. Et il y a une troisième chose sur laquelle je trouve que vous n'insistez pas assez, mais qui est très important. Mais je crois que c'est plus par modestie que vous le faites, que vous ne le faites pas. C'est, vous dites, il y avait aussi, je dirais, l'aide psychologique. Oui, oui, absolument. C'est extrêmement important. Remonter le moral au type qui est blessé en lui disant, bon, écoute, parce que vous en parlez dans votre ouvrage, vous dites, il y en a qui commencent à douter, d'autres qui disent, mais qu'est-ce que je fais là, moi, après tout Ils pensent à leur famille, ils pensent à leurs enfants. Oui, ou alors ils pensent trop à... j'ai abandonné ma famille, qu'est-ce que je fais là, moi, ici, etc. Puis je suis blessé, moi j'ai plus de bras, l'autre qui dit j'ai plus de jambes. Pourquoi tout cela? Tout à fait, oui. C'est normal, ça c'est le doute, hein. Heureusement, l'homme est rempli de doutes. Tout à fait. C'est pas, je vais comme ça guerroyer. Il y avait des jeunes lycéens peut-être, mais il y avait aussi beaucoup de pères de famille. Oui, bien jeunes, bien sûr. Ce qui était normal. Hein. Il faut qu'on se marie à 20 ans. On avait déjà, à 24 ans, on avait déjà 3-4 enfants. Bon, donc c'était pas... Ça c'est important. Ça, c'est très méconnu quand même. Hein. C'est-à-dire ce que vous appelez les services de santé au maquis. Il y a très peu d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Non, malheureusement. Il y a une facilitation aussi, qu'il faudrait que je souligne. C'est que la grande majorité des gens que nous recevons, c'est des blessés. Oui. Il n'y a pas de malades. Non, c'est tous des jeunes. Oui, ils sont quand même en bonne santé. Voilà. Non, et puis, il y avait quand même une discipline de fer. C'est-à-dire que ce qu'on appelle vulgairement les tirs au flanc. C'est ça. Bon, au maquis, quand on est dans une armée normale, hein, et quand on est appelé du contingent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein, quand on est dans la compagnie, on est protégé. On est protégé. Tandis que si on vient dans. Mais quand on est au maquis, c'est parce qu'on a décidé de risquer sa vie pour un idéal. Absolument. Donc, c'est pas parce qu'on a un petit peu mal à l'estomac ou qu'on a, je sais pas quoi, un rhume, qu'on va aller se faire soigner à l'hôpital. Tout à fait. Alors, je passe sur cet épisode absolument extraordinaire que vous racontez dans votre ouvrage, c'est-à-dire ce fameux hôpital souterrain. Oui. C'est incroyable, hein. C'est quelque chose que très peu de gens connaissent. Oui, hein. Absolument. Mais véritable. Il y avait des barres de fer, il y avait enfin, c'était complètement construit. Ah oui, sous terre. Sous terre, oui. Ça, ce personnage aussi incroyable qui commence à monter au départ des chalets en bois. Ah oui, Jean Valjean. Jean Valjean. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'au début, c'était des vagues tentes, même pas... tentes, oui, puis tout d'un coup, le gars se dit, non, on est dans la forêt. Tout à fait, dans la Fadou. Il y a du bois. On va construire des chalets. Absolument. Hein? Absolument. Et puis, il y avait le chalet des malades, il y avait le chalet de la cuisine, l'intendance, il y avait tout. La PC de Wilaya, le poste de commandement de la Wilaya aussi. Le poste de commandement de la Wilaya. Absolument. Il y a même les lieux d'aisance. C'est-à-dire, on construit pratiquement une petite ville. Quoi. Absolument. Hein? Tout à fait. Qui est sous les arbres. Où l'aviation française ne peut pas repérer. Oui. Hein, parce que c'était très très bien fichu. Hein, oui, absolument. C'était bien organisé. Tout à fait. C'est marrant parce que notre jeunesse ne sait pas ça. Ben oui, c'est ça justement. C'est là le problème. Ouais. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une cohésion entre la population et la Hélène. C'était quelque chose d'incroyable. Les populations, elles nous pas adorées, elles nous idéalisaient. Oui, c'est ça. Sublimées. Et nous les protégeons. Nous les protégeons et nous les soignons. J'étais par exemple dans le Douar Ouzlag, il y a 14 villages. L'armée française est venue pour les obliger à évacuer le village pour aller autour du poste du camp de regroupement. Du camp de regroupement, voilà. Un regroupement qui se faisait à Ixeramokran. Eh bien, ils n'ont pas voulu. Oui. Ils leur ont donné un ultimatum. Ils sont restés dans les ruines. Un ultimatum,
Eh bien, l'ultimatum est terminé, mais ils ne sont pas revenus, ils sont venus, ils ont bombardé le village. Le premier village, c'était le village de Chehid. Ils l'ont bombardé Village complètement. martyr. On est allé, on a cherché sous les ruines les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Oui, ils ont pas... C'est inimaginable. C'est une sauvagerie incroyable. Et bon, là, Hélène a dit, écoutez, vous partez, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils vont détruire tous les villages. C'est une décision qu'ils ont prise. Il ne faut pas que vos vies soient mises en danger. Ouais. Allez-y. Mais nous sommes toujours avec vous et vous êtes avec nous. Alors, tout ce il y en a qui sont partis. Mais il y en a qui ont préféré rester pas dans le village, mais dans la forêt, avec toute leur famille, dans des zones interdites. Et bien, quelques temps après, tous les villages ont été détruits, pratiquement. Alors, ça c'est aussi excessivement intéressant et important, Abdelmajid Aziz, dans votre ouvrage. Oui. C'est les contacts que vous avez chaque fois avec les populations. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait un dur combat, parce que, bien évidemment, de l'autre côté, les services psychologiques, oui. Les services brutaux. De temps en temps, on employait, c'est comme le bon flic et le méchant flic, comme dans les feuilletons. Alors, de temps en temps, c'était la bonne action psychologique, on va venir vous aider dans les camps de regroupement, la SAS, etc. Oui, et puis, de temps en temps, on se disait, bon, allez, alignez-vous tous là, on vous mitraille, on viole les femmes, c'est comme ça, on vous détruit vos maisons, on casse tout, on envoie les tirailleurs sénégalais, c'est les pires, alors là, ils vont tous vous massacrer, il y a des épisodes terribles là-dessus. Et alors, vous dites, nous aussi, hein, on est obligés d'équilibrer ces actions. Hein, oui. Oui, il y a eu des traîtres. Oui. Il fallait que vous remettez le discours de Amirouche, oui. absolument extraordinaire, qui dit oui, probablement qu'on a fait des erreurs. Oui. Hein, mais attention, c'est comme ça. Il dit une phrase extraordinaire. Oui. Il dit peut-être qu'on a eu des torts. Mais la révolution n'a pas de tort. Oui, il n'y a pas d'injustice. Elle n'est pas injuste. Voilà. La révolution n'est pas injuste. Peut-être que individuellement, d'aucuns ont... Oui, la Hélène peut se tromper. Ça c'est malheureusement. Hein, nous sommes dans une révolution. C'est dans toute révolution. Oui. Et ça me reporte, parce que ça c'est très très bien décrit dans votre ouvrage, au fait que tout ce travail qui a été fait, hein, on va le retrouver justement dans les manifestations de décembre. Oui. C'est pas venu comme ça. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a la mise en place de la confiance fait que, tout d'un coup, les Français se sont dit, le colonel français s'est dit, qu'ils soient les paras ou les CRS ou la gendarmerie dans les grandes villes en Algérie, mais que ce soit en haut au gouvernement avec Debré et De Gaulle, etc., ont été surpris en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est descendu cette histoire comme quoi le peuple sort avec des drapeaux et des slogans vive le GPRA, vive le FLN, vive la LN, Algérie musulmane. Mais d'où ça vient cette histoire? Parce qu'ils pensaient que dans les grandes villes, c'était fini. Oui, depuis 1957, Alger. Depuis la bataille d'Alger. Depuis la bataille d'Alger. Ah oui, total. Bon, il y a les maquis, on va s'en débarrasser. Hein. Oui. Mais les villes, ça se tient tranquille. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu cette parenthèse de la fameuse bataille d'Alger, où on a démantelé toute l'organisation. Et on a retourné des gens. Oui. On a retourné des gens, y compris... La bleuite. Y compris l'adjoint de Sadi, Bendrich, qui était l'adjoint de la zone autonome d'Alger. Et on a envoyé ces gens-là noyauter la Hélène, en wilaya 4 et en wilaya 3. Bon, c'est un épisode douloureux, certes. Moi, j'y ai vécu. J'ai raconté. Vous-même, vous avez été trahi. Je raconte les choses, comment les choses se sont passées. Non, mais ça, c'est à part. La trahison, c'est en dehors de ça. C'est un conflit en dehors de la bleuite.
Non, je sais. Non, la Bleuite, ça a été monté totalement par les services français. Ah, le capitaine Alain Léger, le colonel Godard. Ça, c'est, comme on dit, de bonne guerre. J'ai expliqué c'était léger. Comment les choses se sont passées, etc. C'était un épisode regrettable, bien sûr, mais on n'a pas de prison. Comme la fausse propagande concernant Melouza. Oui, absolument. Benignan et Melouza, tout à fait. Donc tout ça, c'est... Disons, les gens... chacun a analysé les choses à sa façon. Et moi, c'est ce qui est terrible, c'est que dans l'affaire de la Bleuite, les gens se sont, je ne sais pas, inconsciemment, ils ont répercuté la propagande, la propagande de l'armée française. Quelle est-elle? C'était les étudiants, les instruits, quand ils arrivent au maquis, à Mirouche les égorgent. Oui. Bah oui, ça a été ce qu'on racontait. Oui. Mais ça a été amplifié par des Algériens eux-mêmes. Par des Algériens eux-mêmes qui disaient ça. Bah oui. Ils disaient, mais parce que c'était difficile d'avoir la véritable information. Voilà. En réalité, le capitaine Alain Léger, il a fait ça pourquoi? C'est pour stopper le départ au maquis de tous les instruits. Bah, voilà. Et il a réussi. Parce qu'après, très peu de gens instruits sont revenus au maquis. Oui. Très peu. Ils ont eu peur. Bien sûr, ils sont partis. Ils ont dit... Abdelmajid Azy, vous savez qu'il nous reste 2 minutes. On ne va pas pouvoir aborder malheureusement la troisième partie de votre ouvrage, qui est excessivement intéressante, puisque vous arrivez à une chose absolument incroyable, c'est que vous allez être fait prisonnier, on va... je vais avoir un interrogatoire absolument stupéfiant, vous en sortez en disant bah non, mais moi je n'étais qu'infirmier, et vous cachez évidemment le fait que vous avez été combattant, arme à la main, que vous avez été même dans des moments très lourds de la Wilaya 3. Puis vous allez vous retrouver en Allemagne, dans une sorte de prison caserne française, en plein territoire allemand, où là il faut lire ça parce que c'est stupéfiant, on a l'impression que c'est du Kafka. C'est vraiment du Kafka. Tout à fait, absolument. Je ne sais pas si vous êtes libre, pas libre. En fait, c'est une sorte c'est pour vous casser aussi psychologiquement, et surtout pour que vous ne reveniez pas en Algérie, parce qu'on sait que même si, vous leur avez fait un peu avaler la pilule, on sait que si jamais vous retournez en Algérie, bien vous allez fuir et rejoindre le maquis. Évidemment, ça c'est tout à fait naturel. Oui, effectivement, c'est à la suite de la reddition d'un